Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour votre programme L'invité de la semaine qui reçoit une sommité de l'audiovisuel africain. Vous le connaissez certainement pour ceux qui regardent Canal+, et même sur les réseaux sociaux, Robert de Brazza. C'est vrai que c'est le petit nom, il nous dira certainement plein de choses tout à l'heure. Robert Brazza. Fils de Jean-Pascal Brazza. Ben voilà. Ça sonne tellement bien, c'est simple. Nous, on aime les trucs sexy, mais Brazza, c'est trop sexy. Brazza, en Italie même, on dit que c'est sexy. Non, c'est vrai que j'y tiens, beaucoup. C'est le nom du vieux. L'Onona Selele. Amen. Robert Brazza, bonsoir. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Je vais bien et vous-même? Ah ben, on va se tutoyer, parce que tu es ma sœur et consoeur. Ça va être plus simple. Sœur? Oui, sûr. D'accord. Comment tu vas? Ben ma foi, ça va parce que je suis à Douala et que c'est toujours un sentiment particulier. Mais c'est le premier voyage que j'effectue, je le disais pendant le panel, depuis l'envol vers le paradis de Pansadi, de Papa Manu, d'Ibango, et puis de Papa Motamouenia, et Kambi Brillant. Et c'est vrai que quand je venais à Douala, c'est des petits réflexes d'aller voir les anciens, de discuter. Et c'est un sentiment particulier, mais c'est en mode Mouniengenan du tout. C'est-à-dire c'est vraiment les deux, parce qu'il y a la joie d'être là, et puis en même temps, il y a toujours cette petite nostalgie. Mais je suis très très content. Ça vous fait quoi donc de revenir ici, et surtout dans un cadre particulier où on réfléchit sur l'audiovisuel africain? Déjà, pour moi, c'est un honneur d'être là. Il ne faut pas qu'on considère que c'est une... On nous a dit merci à mes frères et confrères, sœurs et consoeurs d'être venus. C'est notre place. Nous faisons le même métier, nous sommes dans les mêmes médias, nous faisons partie de la famille de l'audiovisuel. Et à un moment donné, il faut qu'on vienne pour dire, voilà, qu'est-ce que nous pouvons glaner ici? Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme inspiration? Ton émission, ton programme, tes questions, la manière de mener ton entretien, moi, m'inspire. On parlait du digital, ceux qui produisent des contenus m'inspirent. On n'a pas toujours à aller voir l'herbe plus verte ailleurs. Et l'Afrique est un vivier, sinon tous les grands groupes de médias internationaux ne viendraient pas. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très rafraîchissant. En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir ici au Cameroun pour le SINAC. Vous êtes journaliste, animateur congolais. Vous sentez plus congolais ou africain? Moi, j'aime dire que je suis un Africain du Congo. Mais le Congo, c'est viscéral. C'est viscéral pour plusieurs raisons. C'est viscéral par rapport à la source toujours. Parce que c'est là où tout a commencé, en commençant par moi-même. Mais mon premier maître en la matière, c'est d'abord feu mon père, mon propre père, qui fait partie de cette génération de ceux qui sont partis à un moment étudier à l'extérieur, mais qui ont gardé la source. Et qui avaient cette idée d'une Afrique où on ne se posait pas la question. Ils étaient de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, il y a des amis du Cameroun, des amis de la Centrafrique, des amis de... Et c'était cette Afrique-là que lui m'a transmis. Et après cette Afrique, via les études, je l'ai rattrapée, parce qu'on dit dans les campus, il y a toujours les nationalités. On partage les mêmes problèmes, boursiers ou non boursiers. On partage les mêmes problèmes, sac de riz ou pas sac de riz. Et chacun nous apporte sa touche et on se rend compte que c'est une sorte de carte de l'Afrique qui se fait. Et donc finalement ce côté, comme les gens disent, panafricain, parce que les gens pensent que c'est une mode de le dire, non, nous sommes africains et ça suffit largement. Et comment est-ce que vous avez fait pour être arrivé à ce métier de journaliste, animateur? Parce qu'aujourd'hui on retrouve des personnes qui sont là juste pour être stars. Est-ce qu'il y a une fibre qui vous a mené, qui vous a conduit dans cet univers? Il n'y a pas eu de feuille de route. Moi, j'étais un passionné en fait de culture, de musique en particulier. Et ça se voit un peu dans vos interviews et le choix souvent des invités. Hein. Parce que les gens ne veulent pas prêter attention aux autres invités. Et sur un mois, il y a 4 dimanches et sur 4 invités, il y a des fois pas d'artiste du tout et des fois, il n'y en a qu'un seul. Il y a un généticien, est-ce que les gens y prêtent attention? Il y a un écrivain, est-ce que les gens y prêtent attention? Il y a un chorégraphe, non. Youssou N'Dour passe, tiens, il devient intéressant. Angélique Kidjo passe, elle devient intéressante. Et c'est aussi, quelque part, la culture et la musique sont vampiriques. Parce qu'il y a de l'éclat. Il y a le côté de la scène à la ville. On entend les artistes chanter, on les voit se produire. Et tout à coup, il faut qu'ils parlent. Mais je dirais, moi, j'ai commencé d'abord même par la sphère politique.
C'était la conférence nationale souveraine. Souveraine, oui. Au Congo. Oui, oui, tout à fait, on s'en rappelle avec l'histoire. Avec Sébastien Kamba, les premières expériences cinématographiques, les documentaires, la réintroduction des bébés gorilles au Congo, etc. C'est Africa numéro 1 qui a fait qu'avec Africa Song, on est arrivé avec des artistes musiciens. Mais sinon, ça n'a pas été l'ADN de départ. Et moi, j'aime autant parler littérature, culture. Et qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a basculé? Africa Song, c'était tous les soirs et pendant 18 ans sur Africa numéro 1. Et la musique, d'ailleurs, est vampirique. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, après, la musique a pris les devants. Mais ceux qui m'ont lu et ont lu mon parcours, ben, la preuve, c'est qu'en 2012, j'ai interviewé François Hollande. Le président de la République française, il était en exercice. Donc si on a été me demander de faire l'interview de François Hollande, c'est qu'à mon avis, il savait que j'avais les capacités pour faire ce type d'interview. Donc voilà, ça a été un peu le déclencheur du multicarte en fait. Vous qui êtes dans cette sphère de façon mondiale, quel est le diagnostic que vous faites de l'audiovisuel africain aujourd'hui, qu'on soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, les pays que vous avez forcément visités? Le Sénégal, oui, le Bénin, et Togo, tous ces pays-là. Moi, mon diagnostic, il est bon, parce que si le tableau était si sombre que ça, les chaînes internationales n'allaient pas venir puiser et déployer leurs ailes sur le continent. Et nous avons un renouvellement permanent. On n'est jamais à court d'idées. Sur le plan culturel, nos pays sont tellement riches et vastes qu'il y a tout à voir et tout à découvrir. Mais on se plaint du contenu. Oui, sur le contenu. Mais maintenant, après, sur la manière de se développer, la preuve, on pose un plateau avec une acuité, avec une dextérité qui ne demande pas des siècles de préparation. Cette dextérité-là, il y a beaucoup de gens en Europe qui nous l'envient. Et on va dire qu'ils ont des régies pharaoniques, du matériel, etc. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce sont des chaînes qui ont 30 ans d'âge et qui ont donc plus de moyens. Mais nous rivalisons avec elles dans le sens de l'intérêt, avec une histoire qui est plus neuve et avec des moyens qui sont moins conséquents. Pourquoi nous plaignons-nous? Et en plus, dans l'un français châtié, dans un anglais châtié, en espagnol aussi, porque podemos hacerlo en espagnol. Et ce n'est pas un problème pour nous. Et peut-être en bêtise si ma langue est encore assez riche, mais ça veut dire qu'on a ça. Et c'est très vivifiant parce qu'il y a une transformation permanente. Et comme disait Feu Amobe Mevege, mon frère, vraiment à qui je pense très fort, ce renouvellement, nous l'avons. Il faut juste qu'on arrive à se l'approprier totalement. Comment exister donc avec cette digitalisation qui prend du pas sur le traditionnel? Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. On a reçu ici notre grand frère Yves Dembella qui disait que d'ici quelques années, les médias traditionnels ne pourront plus exister parce que tout le monde est sur le numérique. Vous, comment est-ce que vous voyez cela? Pour ceux qui aiment regarder sous la lumière, le dimanche soir, ils sont devant leur télé. Et dès le lendemain à 8 h, ils arrivent et ils vont sur le digital, sur l'application. Et après, ils ont des extraits encore sur les plateformes. Et qui tournent dans les groupes WhatsApp aussi. Ben, évidemment, mais moi je dis toujours les groupes WhatsApp, je le dis vraiment très sérieusement. À un moment donné, il y a cette volonté d'exister. On prend une partie des fois du propos, et c'est là où je dis c'est très dangereux, attention. On ne prend pas le début de la phrase, on prend la fin. On n'a même pas la question de départ, on a fait une découpe de 30 secondes et on la met dans le contexte. WhatsApp aussi bien que Facebook, moi je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas LinkedIn, je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas Telegram. J'ai une page Facebook officielle et les gens se disent mais comment tu es des médias, tu dois avoir tout ça? Non, parce qu'on donne une information qui est largement suffisante. Maintenant, l'histoire de la digitalisation, le danger, comme je le disais lors de l'atelier par rapport au podcast, c'est d'arriver et de se dire « j'ai mon téléphone, je suis donc un homme, une femme de médias, sans sens du conducteur, sans avoir forcément la maîtrise d'une intro, d'un milieu et d'une fin, et de se dire « non mais maintenant moi aussi, je suis animateur et journaliste parce que je suis sur ma page ». Mais ça demande beaucoup plus d'efforts que ça et de rigueur. Il y a de l'investigation. Il y a la vérification des sources, il y a un devoir de vérité, il y a la manière aussi dont on s'exprime, les mots que l'on choisit. Alors le digital, oui, parce que c'est une opportunité exceptionnelle d'être partout, mais ne faisons pas du digital un simple jeu des fois pour se mettre en scène. Il y a un grand peintre qui s'appelait Andy Warhol, qui l'avait dit il y a des années, dans le futur, tout le monde voudrait être célèbre au moins 15 minutes. 15 minutes, c'est même beaucoup, hein? Ouais. Mais voilà, et aujourd'hui, justement, on a sur le bouquet Canal+,
plusieurs offres. Oui. Et il y a un positionnement assez difficile des médias africains. Comment se réinventer dans ce contexte-là? Sur les offres, alors pourquoi je dirais je botte en touche? Parce que moi, je ne suis pas concerné par les offres et les différents bouquets. Parce que ça, c'est le travail des commerciaux. Moi, mon exigence, entre guillemets, avait été de dire offrez un bouquet qui puisse permettre aux gens. Moi, je suis un fou de Nat Geo, je le dis comme ça. Un de mes programmes préférés, c'est les documentaires animaliers. C'est-à-dire, je regarde Dr Paul matin, midi, soir, je ne suis pas fatigué. On soigne un canard, un chien. En fait, c'est la découverte de l'immensité. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait des fois payer extrêmement cher pour aller sur ces bouquets-là en disant que c'est élitiste? Non, c'est une offre et c'est un message que les internautes aussi peuvent faire remonter. On arrive à taper en disant non mais voilà, il y a un problème d'un entraîneur, d'une fédération, d'une chanteuse, mais les gens ont le droit aussi de faire entendre leur voix en disant mais voilà ce que nous voulons. Mais c'est la réalité. Et si ce pouvoir-là nous est donné via les réseaux sociaux, qui l'utilise à bon escient? Mais est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération aujourd'hui, ceux qui vont prendre le relais demain, ont compris ce message-là? Parce qu'on parle beaucoup de légèreté dans le traitement de l'information aujourd'hui, beaucoup de légèreté dans la manière de conduire des émissions, d'amener le programme au point où les gens se fatiguent rapidement. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut que jeunesse se passe. Les mêmes qui sont très agités aujourd'hui vont avoir des responsabilités. Et à un moment donné, comme on dit, on n'est plus du tout le jeune impertinent, impoli, qui a la vie devant lui et qui peut faire du n'importe quoi. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, ça m'amenuise. C'est-à-dire que cet effet, on a dit buzz, pourquoi? Because it buzz, ça passe. Mais vous avez des animateurs, des journalistes aujourd'hui qui préfèrent faire des émissions de buzz que de faire des émissions avec un contenu assez dosé, permettez-moi l'expression, juste parce qu'il faut faire des vues sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ce sont réellement des journalistes et quelle ligne éditoriale se donnent-ils? C'est ça la question. Parce que être sur un écran de télévision, prendre un stylo et écrire avec 20 fautes d'orthographe, 4 coquilles, un texte sans point, ni syntaxe, ni ponctuation, est-ce que finalement c'est être un type de la presse écrite ou une femme de la presse écrite? Non. Que faut-il faire? On ne va pas envoyer des brigades pour dire non, voilà, on a coupé ta ligne. Mais bien souvent, ça se retourne contre les personnes. Et on le remarque. Et après, ils se renouvellent. Compte plein, nouveau compte. Et après, oh non, voilà, on m'a bloqué ma page. Facebook va jouer les gendarmes et les autres sans leur faire de publicité. Mais moi, je ne m'intéresse pas forcément. Est-ce qu'il faut s'intéresser en mettant le fameux warning? À un moment donné, eux-mêmes, comme tout artiste, par exemple, qui descend de scène, il enlève l'habit de lumière, il enlève le Mister Temps, la Lady Temps, pour devenir Clara, Robert, Diane, Lise, avec le nom de famille derrière. Et ça, ce n'est qu'un outil, c'est un transmetteur, ce n'est pas une fin en soi. Mais cette idée du à tout prix et d'apparaître absolument pour être sur le moment, sur le vif, à un moment donné, devient ridicule. Et il y a des gens d'ailleurs, et ça on ne le dit pas, quand on est à la une, et on voit des gens déprimés, en silence, parce qu'il n'y a plus cette starisation. Parce qu'à un moment donné, c'est presque une addiction. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on parle de moi? Bon, je vais descendre en slip rouge et traverser toutes les rues, Esso, c'est ça, Bonandele, pour arriver et dire on m'a vu. À un moment donné, ça suffit. Britney Spears s'est rasé les cheveux. Hein. Mais aujourd'hui, elle est plutôt zen, elle écrit un livre et elle gagne des millions de dollars. Est-ce qu'on est riche avec ce métier? Est-ce qu'on est riche avec ce métier? On est riche quand on se structure. C'est-à-dire? On est riche dans le sens si on a déjà un salaire décent et qui nous permet de vivre en se disant, pas par exemple, moi j'ai fait une interview avec Stevie Wonder et j'ai eu la chance d'être pendant une semaine avec Stevie Wonder au Maroc. C'était pendant le Mawazine. À aucun moment je me suis dit, ok Stevie, je vais partir à Wonderland et j'ai la fortune de Stevie Wonder. Mais vous êtes là, vous mangez avec lui, il y a des gardes du corps, il y a tout ce qu'il faut. Mais après on revient à la réalité qui est la sienne. Mais si on arrive et qu'on dit non, je veux absolument dans les 24 heures avoir tout ce qu'il a pour être au même degré de notoriété. Je ne fais pas d'album, je n'ai pas le droit d'auteur. Et après, ce qui peut peut-être faire qu'on est un peu plus installé, c'est qu'on arrive en disant, moi aujourd'hui, je suis en mesure de produire mes émissions et je crée un modèle économique, en tout cas je me le suis créé, dans lequel je vais arriver à rémunérer les gens, à me rémunérer correctement pour être indépendant et avoir les opportunités autour de l'émission de pouvoir glaner
des subsides et de l'argent supplémentaire. Mais si on entre dans ce métier en se disant « Demain, je dois avoir la maison de Léonard Châtelain ou avoir la villa de Petit Péa à Makepe », voilà, non, mais ça n'aurait aucun sens. Et c'est là où il faut vraiment, surtout pour la jeune garde, avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, ça veut dire... Pour un peu plus vite, hein. Mais de tout temps, c'est pareil. Motamoueni avait voulu être comme Johnny Hallyday, il mettait des capes. Avec son chapeau. Moni Billet, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, était là aussi Tapa Lambola, mais il était habillé en cuir comme Jackson. Mais il est assureur. Et c'est ça, en fait, que je veux dire. Il y a des personnes qui sont là. C'est un métier, mais ce sont des métiers où, des fois, les choses changent vite. Comme un créateur de mode ou une créatrice. Tel modèle marchait. En passant, votre modèle, il est super sexy, hein. Un Béninois, Lolo Andoche, et je le salue, parce que lui aurait pu travailler chez Dior, chez Lanvin et autres. Il a été au pays, il a fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui viennent pour prendre des modèles. Alors, vous qui avez fait le tour du monde, la liberté d'expression dans les médias, oui. Ça vous parle? Parce que nous, au Cameroun, on pense qu'on est un peu muselé. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui vient au Gabon, qui vous dit que non, vous êtes un peu plus libre. Et puis, en Côte d'Ivoire, on vous dit que non, c'est un peu plus free, du coup... Il y a partout, vous avez... Les gens vont penser au cas Martinez, évidemment. Mais je veux dire par là, il y a les Norbert Zongo au Burkina Faso. Il y en a d'autres alors. Il y a des gens qui nous ont dit non, vous ne recevez pas un tel parce que... Ça peut être aussi ça, la pression politique. Mais c'est de tout temps et dans tous les pays. La journée de la presse dans le monde, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à un moment donné parce qu'on pense à ceux qui ont payé de leur vie, en fait, cet engagement. Après, il y a les domaines dans lesquels on évolue. Le domaine politique est forcément un domaine où on a les deux pieds dedans. Mais il n'y a pas d'assassinat, on ne découpe pas des têtes sur la place de la Bastille. Mais il y a des journalistes qui ont été mis au placard au moment où il y a eu des changements d'administration. Moi, j'ai subi, hein, parce que comme je suis un peu esprit libre, il y a des moments où on dit non, elle est un peu trop libre pour cette... non pas survivante, mais j'ai réussi quand même à faire comprendre qu'on a besoin de liberté, on a besoin de s'exprimer, de dire des choses telles qu'on les sent. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez des personnes qui travaillent de peur de faire mal à un X ou à un Y et on retrouve avec un travail biaisé. Et d'où peut-être ces plaintes des journalistes qu'on appelle journalistes de Hilton, journalistes de la rue Mermoz, qui réussissent à brader un travail abattu par des aînés comme vous. Brader, je ne sais pas si c'est le terme en fait. Et en même temps, je vois le drapeau congolais, ça me plaît beaucoup. On ne se brade pas. En fait, c'est un effort aussi de l'esprit. Mais c'est vrai que c'est facile d'arriver de faire un copier-coller d'une biographie. On se passe les papiers. Quand on est de ce métier, on arrive, on dit « Ah, j'ai pas eu un tel, je suis arrivé en retard à une conférence de presse ». C'est logique. Mais après, il faut un minimum d'imagination. Maintenant, quant à la part de risque qu'il y a, la part de risque est laquelle pour un médecin? La part de risque, elle est laquelle pour un enseignant qui, à un moment donné, arrive, les résultats ne sont pas au rendez-vous, il est viré. La part de risque, elle est la même dans dans une administration financière. On peut être viré en étant banquier. On peut être viré en faisant n'importe quel métier. C'est là aussi le souci de le faire. Un cadreur, en l'occurrence, c'est pas lui, qui me rend casquette, qui me coupe le haut. Toute mon équipe va vous dire... Mon message préféré avant de commencer l'émission, souvent, c'est « tu es viré ». C'est-à-dire que et les invités sont surpris en disant « c'était devenu un peu notre jeu » parce que j'ai l'écran de retour et que je regarde. J'ai dit « attends, tu as quel problème ?» Mais mets-moi là, ça veut dire quoi? Et je boude souvent. Il faut bouder pour aimer ce métier. Mais vous faites quoi des personnes qui sont dans des structures avec des moyens assez minimum, hein. Donc du coup, le présentateur est lui-même son organisateur, son producteur, il fait son script, il fait tout, prépare tout. Moi, je suis fan de quelqu'un qui s'appelle Howard Stern. Et Howard Stern, c'est l'impertinence par excellence au niveau de la radio puis de la télévision américaine. C'est quelqu'un qui est un peu l'homme à tout faire, qui avait été un précurseur, c'est la radio filmée. C'est-à-dire qu'il est là, il arrive et il reçoit des personnalités immenses. Et il y avait juste peut-être 2 caméras, c'est-à-dire voilà, champ contre champ, un plan large, terminé, on n'a pas à s'embêter. C'est ça une émission de télévision. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'on fait avec ce qu'il y a, mais surtout après c'est le contenu. C'est le contenu. Les gens te suivent parce que ton contenu est intéressant. Tu serais sur un plateau doré et diamanté si ton propos est nul. Bien mise, hein, aussi. Ben, c'est le cas en plus aujourd'hui. Alors, il y a trop de débats
sur les chaînes africaines, notamment camerounaises. Les gens se plaignent beaucoup qu'il y a trop de débats. Vous, ça vous dérange? C'est le programme le plus facile en télévision, un programme de paresse, c'est la même chose. On n'a pas inventé la roue. Je pense que les gens, à un moment donné, sont tombés dans le piège de la palabre. C'est-à-dire, c'est un combat de coq. Je dois parler plus fort. Non, tais-toi, je ne te permets pas, tu ne m'as pas dit. Ça, c'est moi, ça, dans le débrief de l'actualité. Oui, non, mais parce que les gens jouent des personnages. À un moment donné, ce scénario des paroles qui sont forcément en train de se confronter, et les gens disent « Oh, mais c'est ça qui fait vivre une émission ». Moi, au départ, d'ailleurs, ce que j'en retiens, c'est juste qu'un tel et un tel se sont engueulés. Je ne me souviens même plus du thème. Et le one-on-one est pour moi le format, en tout cas, que j'affectionne, parce que c'est celui où, à un moment donné, on a ce dialogue. On a cette parole et cet échange. Mais c'est aussi parce que les présentateurs ne maîtrisent pas aussi parfois leur plateau, parce qu'il y a des plateaux, je prends le cas chez moi, où on ne lève pas le ton. Si tu lèves le ton, moi, je te recadre, en fait. C'est-à-dire que là, c'est le débat d'idées, mais pas des bagarres, pas des... Le débat d'idées peut s'envoler. Moi, je sais qu'il y a des débats où on a des débats. Attendez, vous avez 2 présidents ou 2 candidats à une présidentielle qui embêtent les caméramans parce qu'ils vont croiser le doigt et ça va embêter justement ton serré, comme on dit. Ils vont se lever, etc. Mais c'est parmi les débats politiques les plus historiques. Ou des fois même ils se coupent la parole. Il y a quelqu'un qui a mis le pied sur la table du présentateur. Oui, non, mais il y en a même qui ont eu parfois arrivé, Mila Jovovich a jeté un verre d'eau à la tête de Thierry Ardisson. Elle a quitté le plateau. Ça, moi, je veux dire, c'est... Voilà, je veux dire, c'est ça. À un moment donné, on a un moment de télé. Bon, ça ne doit pas arriver tous les jours. Mais moi, j'ai fait un débat, enfin une émission avec un écrivain, Gauze, qui arrive, qui sortait littéralement de sa chaise. Il dit non, et puis il parle avec les 2 mains levées. Ça a été un enfer pour les cadreurs et pour le monteur, parce qu'il coupait constamment donc mon visage. Il était incandescent, mais il faut ça. Tout le monde n'a pas le calme, la sérénité, etc. Il y a du sel et du poivre et du piment. D'accord, on est en train de sortir de ce magnifique programme. En étant en plus un peu enrhumé. J'ai voulu manger du piment avec mes soya et puis Vous connaissez le bon François? Vous connaissez le bon François? Je l'appelle peut-être autrement. Non, c'est un médicament. Au Cameroun, on dit quand vous avez un peu de pour grippe, le mettre. vous le mettez là et puis c'est terminé. Non, même pas. Moi, je laisse la nature faire son œuvre. Ça va descendre et puis c'est bien. Ça, c'est vraiment une parole d'un doyen. Parce qu'on dit ça, ce sont les esprits qui se réveillent dans le corps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette nouvelle génération de l'audiovisuel au Cameroun au terme d'un salon comme celui-ci? On espère que l'année prochaine, ce sera un peu plus grand, avec la participation de plusieurs autres visages. Moi, je leur souhaite la curiosité. Je leur souhaite l'inventivité, je leur souhaite le renouvellement, je leur souhaite la patience et je leur souhaite le travail avant les palmes et les gloires. Et il faut rappeler que ce métier, il n'y a pas long cap, l'argent. Ça, c'est pour certains. Vous avez vu la propriété d'Yves Dembélé? Non, je déconne. Non, il peut y en avoir. Et tant mieux, Oprah Winfrey est un exemple extraordinaire. Il y a les médias. Pourquoi est-ce que ce serait toujours dit les journalistes n'auront rien, les chanteurs et les artistes n'ont rien? On fabrique les hommes politiques, les on fabrique footballeurs n'ont rien, alors qu'aujourd'hui tout le monde envoie. Non, il faut aller faire du foot, vite, tu vas remplacer Onana. Il faut aller là-bas. Madame, non mais là, à l'école, il faut laisser un centre de formation. Mais je veux dire par là, je leur souhaite surtout d'aimer ce métier et de ne pas avoir peur de copier pour s'inspirer. Ils n'auront pas mal fait s'ils copient. Même s'ils n'auront jamais le timbre, ni d'un Claudie, ni d'un Alain Foucault qui parle comme ça, c'est des voix uniques. Il a fait sa légende. Mais aujourd'hui, je pense on a tellement de choses à faire. C'est vraiment une myriade, c'est une mosaïque. Et moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors, pour terminer? Me souhaiter à moi oui. un bon de lait. Un bon de lait. Vous n'avez pas Parce encore que mangé? jusqu'à présent, non, j'en ai mangé un échantillon, mais... C'est pas encore ça. Il fallait que je sois bien... Yolande m'a promis. Bon, au-delà d'une dolée, là. Au-delà d'une dolée? Dans votre carrière, dans votre aventure, sous la lumière. Aujourd'hui, c'est moi la patronne de Sous la lumière aussi. Moi. Non, mais toujours plus d'idées, toujours plus de créativité, mais plus qu'à moi, c'est à l'Afrique qu'il faut le souhaiter. Parce que notre continent a tout, mérite tout, et des fois, on ne le regarde pas assez. Donc, je vais prendre une phrase. J'avais commencé en l'évoquant, en parlant de Pamanou. Je ne peux pas faire autrement. J'aurais été à Yaba si j'aurais dit. Mais il avait dit une phrase. Aimer, aimons
l'Afrique. C'est très important, c'est une très belle conclusion. Robert Brazza, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invité de la semaine sur Canal 2 International. On espère qu'on aura la chance de vous avoir prochainement. Avec des cheveux, non. Je vais faire comme un grand chanteur. Non, je préfère beau comme ça, parce que là, ça donne un style typiquement africain et ça fait la fierté de l'Afrique. Merci pour tout ce que vous faites pour le continent africain. On sera sous la lumière ensemble. Ce sera peut-être très bientôt. Hein. Regardez-la bien. Hein. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.